Tu te poses des questions sur comment trouver un travail. Tu te poses des questions sur comment garder un travail. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce second épisode du podcast sur les jeunes et l'emploi, c'est possible. Et c'est un podcast qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Je suis Benoît Bousquet, votre présentateur, et je suis accompagné de Valentin Gallo, qui est recruteur chez Upward. Salut Valentin. Salut Benoît. Et pour rappel, cette année au Rotaract, nous travaillons sur l'axe économie locale du Rotary International. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicole Robert. Bonjour Nicole. Bonjour Valentin, bonjour Benoît. Bonjour Nicole. Alors Nicole, est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire peut-être plus tard et qu'est-ce qui te plaît sur cette thématique ? Bien sûr. Donc moi, je suis Nicole Robert. J'ai 20 ans d'expérience RH plutôt dans le secteur public, avec une dominante sur tous les sujets autour du développement des ressources humaines, l'accompagnement des personnes. Et puis après 20 ans, et avec une certaine peut-être lassitude de mon poste, j'ai décidé de créer un cabinet de coaching à destination notamment du secteur public, mais aussi avec une spécificité qui est tout ce qui va être autour de la quête de sens individuelle, quête de sens dans sa vie professionnelle, quête de sens aussi des organisations, on parlera plutôt de raison d'être. Et puis, à part ça, je suis aussi logothérapeute, donc c'est une discipline qui est peu connu en France, alors que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien en Europe et aux États-Unis. Pour définir la logothérapie, je dirais que c'est une thérapie par la quête de sens. Donc tout ça est très logique et très congruent avec mes centres d'intérêt principaux. Et puis pour finir ma présentation, je suis aussi auteure d'un livre de développement personnel. Et comme j'aime beaucoup l'humour, je l'ai appelé « Je suis une tatin », comme la tarte tatin. Et c'est un manuel d'auto-coaching pour gourmands de la vie, qui permet de donner aussi du sens à sa vie. Ok. Bah, tu sais que c'est en plus l'heure du dîner, donc ça me donne presque faim. Ça donne carrément faim. Du coup, tu as vraiment eu un parcours à la base qui était vraiment sur la RH. À quel moment tu as eu ce shift où tu t'es dit j'ai envie de vraiment passer à autre chose, j'ai envie de me concentrer sur cette problématique en particulier? Est-ce que c'est parce que tu as senti qu'il y avait un changement dans l'air du temps? Est-ce que c'est toi qui étais à un autre moment de ta vie? Comment ça s'est passé? Alors je pense que c'était une conjonction de différents éléments. L'âge aussi, il y a un moment où on se pose des questions et on arrête un peu ce mode pilotage automatique et on se dit ce serait bien que je prenne un peu du recul, que je regarde un peu dans le rétroviseur ce que j'ai fait et que j'essaye d'être plus actrice de ce qui va se passer pour la suite. Il commençait à y avoir aussi en France un gros développement du coaching. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se former à cette discipline que je ne connaissais que parce que des managers me demandaient des coachs, mais moi-même je n'avais jamais fait appel à un coach. Et je pense qu'il y avait un frémissement de réflexion autour de la quête de sens qui s'est accentué au fur et à mesure. Est-ce que tu crois, il y a eu des événements pour toi dans l'actualité d'il y a quelques années qui ont provoqué ça, ou c'était plutôt quelque chose de lisse qui s'est fait petit à petit? Alors je pense qu'il y a eu un événement très marquant concernant cette montée de la quête de sens, c'est bien évidemment la crise sanitaire. Le confinement nous a obligés à changer de rythme, nous a obligés à nous poser, nous a obligés à nous poser des questions, nous a permis aussi de nous rendre compte qu'il y avait des métiers qui étaient pas forcément très reconnus, pas forcément très bien payés, mais qui étaient essentiels à la vie de tous les jours. Ce sont les caissières, les éboueurs, les infirmières, etc. Ce qui fait que les personnes se sont dit, mais au final, quel est le sens de mon travail ? Et je pense aussi que cette crise sanitaire a été l'occasion, peut-être pour certaines personnes, de prendre conscience qu'on a un court passage sur Terre et que puisqu'on est sur Terre pendant un court terme, autant faire en sorte que ce court passage sur Terre ait un sens. Et finalement, ça a peut-être donné aussi du sens à des métiers où des personnes se disaient est-ce qu'il y a vraiment il y a un sens à ce que je fais, des métiers qui étaient mal vus,
Ça ramène à l'essentiel en fait. Complètement, oui, et ça fait peut-être un peu la différence avec après du coup ce que ça dans la mesure où ça accentue ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les bullshit jobs qui sont à côté, et à l'inverse de ces métiers-là où on peut pas forcément justement les expliquer à des enfants, à nos grands-parents. Comment vous voyez ça peut-être du coup aussi? Oui, c'est exactement ça. En fait, des métiers peu reconnus ont pris de la valeur, ont reçu de la reconnaissance sociale et sociétale, même si maintenant on a un peu oublié qu'on applaudissait les infirmières à 20h par exemple. On a complètement oublié parce que l'être humain a une capacité à vite oublier. Mais indépendamment de ça, et avant la crise sanitaire, il y avait déjà les jeunes générations qui poussaient à cette quête de sens. Et quand on essaye d'aller un peu plus loin et d'avoir peut-être une petite réflexion, je vais dire presque sociologique, je pense que déjà en mai 68, quand les jeunes de l'époque scandaient sur les pavés « on ne veut pas perdre sa vie à la gagner », c'était déjà un frémissement de je remets en cause la société de consommation et je veux donner du sens à ma vie. Et donc là, tu penses que c'est un redit un peu de remise en cause de la société de consommation ? Oui, pour moi, c'est sortir un petit peu du métro, boulot, conso, dodo et rester sur quelque chose qui va être plus sur l'être, où on va être plus sur un alignement avec qui on est, un alignement avec son identité, avec son unicité, avec ses valeurs, pour justement se sentir bien et arrêter d'être dans une société de consommation, voire de surconsommation. J'aime bien dire à mes coachés, vous savez, on s'appelle des êtres humains et non des avoirs humains, et je pense qu'il y a quelque chose à retravailler sur cette définition qui est assez basique, mais qui pour moi est essentielle. Et aujourd'hui, du coup, toi en tant que coach, quels sont le profil en fait des personnes que tu vas accompagner? Est-ce que tu te rends compte aussi une différence aussi entre les jeunes, entre des personnes qui sont plus avancées dans leur carrière? Oui, alors je vais avoir, on va dire, autour de cette question de la quête de sens, 3 types de publics. Premièrement, des personnes qui sont en seconde, voire 3e partie de carrière et qui justement se disent, bon, il me reste plus énormément de temps dans la vie active et je veux mettre à profit ces 10 ans peut-être qui restent, ces 15 ans qui restent pour avoir vraiment un emploi qui va me donner du sens. Ça, c'est la première partie, le premier public. Le deuxième public, ça va être effectivement des jeunes générations qui parfois, des personnes qui sont parfois très diplômées. Parfois, ces personnes-là ont suivi, on va dire, la ligne droite de la famille et ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et diplôme obtenu, elles se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire. C'est la crise de la trentaine où on voit des gens qui ont fait déjà un petit peu d'expérience professionnelle et puis au bout de 5 ou 6 ans qui se disent « Ah ouais, mais en fait, ça va pas du tout. » Ça ne va pas du tout, je suis pas bien. Et j'ai même eu une coachée là, que j'ai en tête qui avait un gros job chez L'Oréal. Donc elle avait en plus un salaire vraiment, un très bon salaire. Mais elle m'a dit, moi je suis prête à diminuer mon salaire par 2 à partir du moment où je vais retrouver un emploi qui va vraiment me permettre d'être en congruence et d'être alignée avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de laisser aux générations futures comme planète. C'est des choses que moi personnellement, je vois aussi en tant qu'entrepreneur. Des parcours des fois très linéaires, des personnes qui ont fait des classes préparatoires, qui après font une super école de commerce, rentrent dans un cabinet de conseil en stratégie, et puis après, finalement, au bout de 2-3 ans, moi j'ai une anecdote que j'aime bien raconter, que j'avais vue sur un profil LinkedIn, quelqu'un qui était consultant en stratégie, qui avait été directeur stratégie de je sais plus quelle entreprise, et qui était devenu chaman après. Donc du coup, c'est quand même des reconversions un peu c'est plus pour la blague, mais il y a des vraies reconversions en fait qu'on voit derrière, et souvent c'est assez drôle, mais ces personnes finalement finissent même par faire des métiers manuels, justement, ou des métiers. Voilà, il y a divers métiers qu'ils peuvent faire, mais c'est vrai que souvent on voit souvent un métier manuel qui donne peut-être plus de sens, ou du moins donne l'impression qu'il y a un sens immédiat, on va dire, avec ce qu'on fait. Oui, il y a, on peut dire, une recrudescence des centres d'intérêt pour les métiers manuels. Si on essaye de comprendre pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose autour du faire, se reconnecter au faire.
on n'est plus habitué à faire en fait. On a besoin de se chauffer, on ne va pas couper des bûches, c'est vrai. Alors qu'avant c'est ce qu'on faisait. Pour cuisiner maintenant on a des robots qui nous aident à cuisiner. On n'est plus habitué à faire. Donc se reconnecter au faire, c'est quelque part se reconnecter déjà à comment dirais-je, à la capacité à faire. C'est certainement renforcer sa confiance en soi. C'est avoir de la fierté de se rendre compte de ce qu'on a fait de ses mains ou de ce qu'on a construit, ce qu'on a élaboré. Et puis, ça donne du sens. Parce qu'il y a une visualisation concrète de ce que l'on a fait. Oui, parce qu'au fond, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui peuvent être perçus comme pas très tangibles. Ou par exemple, je sais pas moi, un métier, on va faire des PowerPoint toute la journée. Tout ce qui va être data, ce qui va être SI, enfin des choses finalement qui sont pas matérielles en fait. Et comme je disais tout à l'heure, un peu qui sont difficilement explicables, même quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, si la personne n'est pas dans le métier, des fois ça peut être un peu compliqué de lui expliquer son travail, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pour revenir sur la question précédente concernant les publics qui me sollicitent, le troisième public, ce sont les entreprises. D'accord. En fait, les entreprises se rendent compte que si elles veulent capter les jeunes générations, il faut qu'elles travaillent sur le sens, il faut qu'elles forment les managers à manager par le sens, il faut qu'elles travaillent sur leur raison d'être et sur la raison d'être de l'équipe. Donc j'accompagne aussi cette partie-là. D'accord. Du coup, je dirais, en termes de proportion, on va dire, pour les gens qui allaient jusqu'à la trentaine, jusqu'à la crise de la trentaine, quelle proportion ça représente de ce que vous voyez, de ce qui peut être, comment dire, c'est pas forcément pour faire une statistique précise, mais pour avoir une idée globale, et surtout s'il y a eu comment dire. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir s'il y a eu un changement entre il y a 10 ans et maintenant, avec les différentes crises qu'on a traversées, où en fait, c'est effectivement cette deuxième et troisième partie de carrière, mais peut-être plus la partie première et entre deuxième. Je sais pas, j'essaye de savoir un peu si on a une montée là-dessus ou si on reste sur les réseaux sociaux. Alors, à titre personnel, moi j'ai bien évidemment plus de clients qui sont en seconde ou troisième partie de carrière et qui sont dans cette recherche de quête de sens. En revanche, je vois quand même de plus en plus de jeunes qui viennent me voir, notamment avec ma casquette de logothérapeute par rapport à cette quête de sens et qui donne un aspect supplémentaire juste au coaching. Et je pense que j'ai dû multiplier par 3 ma clientèle de jeunes depuis la crise sanitaire qui viennent me voir pour des questions de quête de sens. Que ce soit de la quête de sens professionnelle ou de la quête de sens de vie tout court. Et du coup, justement, pour toi, quelle est la meilleure approche? Parce que du coup, tu as plusieurs casquettes que tu peux utiliser, entre guillemets. Exactement. On a parlé de différentes choses. Quelle est la meilleure façon, la meilleure approche pour toi à avoir quand il s'agit d'aider un jeune à trouver quelque chose qui pourrait lui convenir en accord avec le sens qu'il recherche? Alors pour moi, quel que soit l'âge, je pense que la fondation pour travailler sur la quête de sens, c'est bien connaître quelles sont ses valeurs. D'accord. Alors, parce qu'en fait, quand on regarde bien, c'est compliqué de donner une définition de la quête de sens au travail. Enfin, c'est plus un alignement. C'est ça. Ouais. Parce que la quête de sens au travail, chacun va y répondre avec sa propre subjectivité. Ce qui fait sens pour moi ne fait pas forcément sens pour toi, Benoît, ou pour toi, Valentin. Donc chacun va y mettre quelque chose de lui-même. Et ce quelque chose de lui-même, quand on gratte un petit peu, c'est en lien avec les valeurs. Parce qu'il y en a qui vont répondre, pour moi, la quête de sens, c'est l'utilité de mes missions. D'autres qui vont répondre, c'est de l'éthique. D'autres qui vont répondre, c'est participer à quelque chose de plus grand que moi. Certaines personnes vont dire, pour moi, c'est comprendre ce que je fais. Donc chacun va répondre comme il l'entend avec son propre prisme à la définition de sa propre quête de sens. Donc moi, je commence toujours par travailler sur les valeurs. D'accord. Et c'est marrant parce que du coup, tu parles de valeurs. Et finalement, il y a beaucoup de personnes, moi je rencontre des fois certains de mes clients qui vont se plaindre justement qu'il y a des jeunes qui veulent quitter leur travail ou qui sont très exigeants par rapport justement à cette question de sens. Est-ce que
tu crois pas, et c'est une réflexion que eux ils font, que finalement derrière cette quête de sens, ça renforce l'individualisme et du coup un certain détachement, on va dire, qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'entreprise, ce qu'avaient pas forcément nos parents, nos grands-parents. Ah ouais, c'est intéressant ça. Je ne pense pas que ça renforce l'individualisme. En revanche, ça oblige les entreprises à repenser leur mode managérial, leur mode de fonctionnement. Ça oblige les entreprises à repenser tout ce qui est autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et je pense que plutôt que de le voir comme un inconvénient ou comme un frein, il faut le voir comme une avancée, justement parce que je trouve ça beaucoup plus sain d'être dans une organisation qui a réfléchi à ses valeurs et pas juste pour afficher des valeurs, mais qui a réfléchi à ses valeurs et aussi à comment concrètement on met en place ces valeurs-là en interne pour justement être aligné. Donc l'intérêt, c'est que l'individu de son côté soit aligné, que l'entreprise soit alignée et que les deux réussissent à s'aligner. Et c'est ça qui fait qu'on trouve du sens de part et d'autre. Et puis je pense aussi que les entreprises qui commencent à travailler sur la raison d'être et la quête de sens ont bien compris, en fait, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si les entreprises commencent à réfléchir à la quête de sens, c'est aussi parce qu'elles ont compris que donner du sens va permettre d'atteindre de la performance. La personne qui a du sens à son travail va être motivée, va être investie. Donc si elle est motivée et investie, elle va être performante. Donc elle ne fait pas ça à titre gratuit, l'entreprise. Ouais, elle le fait pour des raisons de performance, on est d'accord. Mais je trouve que c'est intéressant et qu'au contraire, c'est plutôt une avancée et non pas quelque chose qui tend vers de l'individualisme. C'est sûr que ça permet plus de performance, plus d'engagement finalement et plus de fidélité, même finalement à l'entreprise, parce qu'on sait pourquoi on vient. C'est ça. Et puis quelque part, ça crée une sorte de climat d'authenticité qui est un climat sain pour travailler. Puis il y a peut-être un côté finalement, quand ils disent individualiste, c'est peut-être pas totalement faux dans le sens qu'il y a peut-être un côté, la personne veut avoir un sens dans son travail. Mais finalement, c'est peut-être à l'entreprise de ressusciter finalement l'engagement de son collaborateur en essayant justement de comprendre aussi ce qui peut faire sens pour eux et de les réimpliquer dans l'aventure de l'entreprise. Oui, c'est pour ça que cette question de quête de sens, elle n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective, organisationnelle, et c'est challengeant pour l'entreprise que de réfléchir à ça. Bien sûr. Et les entreprises qui y arrivent gardent leurs salariés, réussissent à les fidéliser, réussissent à recruter et n'ont pas de difficultés par rapport à ça. Et tu constates ça, du coup, justement, aujourd'hui, dans les entreprises qui ont, par exemple, où il y a des lois Pacte, des choses comme ça, depuis la loi Pacte, je veux dire, il y a des choses qui sont créées, qui sont... Oui, le fait de réfléchir à la quête de sens, de réfléchir aux valeurs de l'entreprise, de réfléchir à la raison d'être des différentes directions de l'entreprise, ça permet, plus facilement de recruter tout type de personnes, les jeunes mais pas que, et ça permet aussi de fidéliser les personnes. Parce qu'elles vont rester. Et moi, j'aimerais revenir sur une chose dont on parlait un petit peu en off avant de commencer à tourner. C'est sur la partie... alors évidemment, du coup, je connais un petit peu ton avis, mais j'aimerais bien qu'on en parle en enregistrement. Du coup, sur la partie catégorie socio-professionnelle des personnes qui sont intéressées par justement mettre du sens dans leur vie professionnelle. Parce que c'est vrai que... on n'a pas forcément tous le même parcours de vie après le bac, après les études supérieures. Je sais que moi j'ai vachement galéré à la sortie de mes études. Il y en a qui ont eu plus de facilité, n'est-ce pas Valentin? Mais il a vachement travaillé, donc c'est totalement mérité. En fait, il y a un côté un peu où il y a une forme de nécessité qui fait que parfois on va être obligé d'accepter tel ou tel job. Et la quête de sens, c'est d'abord arriver à se nourrir et à pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Je vais être un petit peu provoque, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu luxe aussi de se permettre d'aller chercher un accompagnement alors que parce qu'on est à un moment de sa vie aussi où on peut. D'ailleurs, c'est ce que tu disais quand tu disais le profil des gens qui étaient plus avancés dans leur carrière. Donc, parce que c'est vrai que la nécessité fait avancer, mais du coup, ça aussi empêche d'avoir toutes ces réflexions-là. Ça empêche peut-être même de s'orienter correctement, d'ailleurs, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir des structures d'accompagnement. Mais
Ouais, du coup, je fais un peu les questions et les réponses tout seul, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, je pense cette question de la quête de sens. Alors déjà, pour moi, c'est vraiment le sujet du siècle. Alors c'est une position totalement personnelle, et je pense que ça n'est pas lié à une catégorie socio-professionnelle. Comme je le disais tout à l'heure quand j'expliquais un peu ce qu'est la logothérapie, c'est la prise de conscience de notre finitude et du fait qu'un jour on ne sera plus là, fait que la question du sens est une question pour moi existentielle. Et donc ça fait que ça n'a rien à voir avec la catégorie socio-professionnelle. Alors après, si on recentre un petit peu sur la quête de sens professionnel, bien évidemment que le coaching a un coût, bien évidemment que les personnes que je rencontre sont des personnes qui ont plutôt les moyens, mais il m'est déjà arrivé, à titre d'exemple, d'avoir des personnes qui étaient vraiment très peu argentées et qui me disaient moi j'ai besoin d'un accompagnement, et il m'est arrivé de faire des accompagnements à 1 euro symbolique la séance, parce que la personne, je voyais qu'elle avait vraiment besoin, et moi ce qui me met en mouvement, ce qui me donne du sens à ma vie professionnelle, c'est de me sentir utile. Donc avoir quelqu'un qui vient me voir, je lui dis le coaching c'est tel tarif, je peux pas le payer, et laisser la personne désœuvrer comme ça, pour moi ça n'est pas possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre Je suis une tatin. C'était aussi un manuel d'auto-coaching pour que les personnes puissent accéder quand même à des outils de coaching sans avoir à faire appel à un coach, et pour, on va dire, détricoter un certain nombre de choses. Donc pour moi, la quête de sens n'est pas qu'une question de catégorie socio-professionnelle. Et concernant le fait d'avoir des jobs alimentaires, bien évidemment, tout le monde doit vivre, payer son loyer, manger, nourrir sa famille, etc. Et c'est tout à fait normal. Mais la quête de sens, elle n'est pas que liée au travail. On peut très bien avoir un job alimentaire d'un côté, et de l'autre côté, nourrir sa quête de sens avec des activités extra-professionnelles, en s'engageant dans des associations, en faisant telle ou telle activité. Ce qui fait qu'au final, on va quand même retrouver cet alignement. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple d'Albert Einstein, mais peu de gens le savent. À l'origine, il était l'équivalent d'un fonctionnaire, en fait. Il travaillait dans il délivrait des titres et des brevets scientifiques. Et les sciences, c'était pour lui son activité extra-professionnelle. Donc, il avait un job alimentaire, mais lui, ce qu'il faisait kiffer, c'était la science. Ouais. Voilà. Et donc, on peut très bien trouver du sens à sa vie, alors qu'on n'a pas de sens dans sa vie professionnelle, parce que c'est ce que j'explique souvent en coaching, l'être humain n'est pas divisible en champs. Il n'y a pas d'un côté un champ professionnel et d'un côté un champ personnel. L'être humain, il est un tout. Donc si on arrive à trouver sur un des deux champs au moins une quête de sens qui est alignée, on se sent aligné. Alors évidemment, dans l'idéal, c'est d'avoir aussi bien la vie pro et la vie perso qui soient alignées. Ça, c'est top. Mais à défaut, en avoir au moins un, ça permet d'avoir un équilibre. Donc, c'est pas une question de catégorie socio-professionnelle. Mais c'est vrai que tout de même, je pense que même les jeunes qui vont finalement se poser cette question et qui vont même se permettre d'être plus exigeants en entreprise sont aussi des jeunes quand même qui ont un certain niveau de diplôme qui leur permettent d'avoir cette exigence. Je te citais tout à l'heure pour un réveil écologique du coup qui est un regroupement en fait de jeunes qui a été fait par des jeunes du coup qui viennent de grandes écoles et qui posent leurs conditions en fait sur la table pour aller dans les entreprises. C'est pas même pas pour que les entreprises viennent les chercher, c'est que pour eux qui sélectionnent et qui valident les entreprises, c'est plus dans ce sens-là que ça fait. C'est quand même on a plutôt affaire quand même à des jeunes qui finalement peuvent se le permettre, pas à quelqu'un qui est éloigné de l'emploi ou qui a eu moins d'études et qui là, est plus dans une démarche de se vendre et de moins de faire entre guillemets, je peux me permettre de dire, la fine bouche. Je comprends, mais en même temps, ta réflexion me fait penser quand même à quelque chose que je dis souvent aux demandeurs d'emploi que j'accompagne, c'est ne vous positionnez pas comme des demandeurs d'emploi, comme des quémandeurs d'emploi, mais positionnez-vous comme des offreurs de compétences. Alors souvent, quand je commence l'atelier, ils me regardent en me disant « Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça ?» et en fait, je leur dis, en termes d'état d'esprit et de posture, ça n'est pas du tout pareil. Et au final, ça n'est pas une question de catégorie socio-professionnelle ou de métier ou de diplôme. C'est juste une question de comment je suis alignée avec mon identité professionnelle.
que je sois plombier faiblement qualifié ou que je sois sortie d'une grande école de commerce, je peux être en désalignement ou je peux être en alignement avec qui je suis. Et à partir du moment où je me positionne comme quelqu'un qui offre des compétences, la compétence va être différente en fonction des métiers évidemment, ce n'est pas du tout la même façon de se positionner vis-à-vis du recruteur que si je suis quémandeur d'emploi. D'ailleurs, je m'étais amusée à écrire à France Travail, enfin à l'époque c'était Pôle emploi, en leur disant arrêtez d'appeler les gens demandeurs d'emploi. Bon, j'ai jamais eu de réponse, mais c'est pas grave. J'étais contente. Ouais, là, le changement de mentalité risque de... Ouais, là c'est un changement de paradigme énormissime. C'est ça. C'est trop grand. Non, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je pense qu'on va pas tarder à clôturer. C'est avec un grand plaisir. Est-ce que, comme d'habitude, on a toujours cette question à la fin de l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil numéro 1 à donner, un conseil de coach sur un jeune qui serait un peu dans ce questionnement-là? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil numéro 1 pour qu'il puisse s'orienter correctement? J'oserais en donner 2. Le premier conseil, on a de la chance. Le premier conseil, ce serait de se reconnecter avec ses valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui fait qu'on se sent en cohérence, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas au travail avec la boule au ventre le matin, on ne se pose pas de questions, on a répondu à notre pourquoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de cultiver son unicité, cultiver qui on est réellement, essayer de sortir d'un mode de fonctionnement un peu routinier, un peu moutonnier, je vais y arriver, pour pouvoir sortir de ce mode pilotage automatique et redevenir juste soi. Et donc être dans ce fameux être dont je parlais, l'être et le faire, pour moi, ce sont des choses qui sont indispensables dans cette recherche de quête de sens. Merci beaucoup, Nicole. Avec grand plaisir. On enchaîne avec la suite du podcast et on se retrouve avec Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Bonjour Nolwenn. Alors du coup Nolwenn qui est une membre active de notre club. On a discuté un peu avec toi en amont sur la partie sens au travail et on a trouvé que ce serait intéressant justement qu'on puisse en discuter tous les trois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comme pour les invités, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, comment ça se passe pour toi aujourd'hui, tout ça? Ok. Alors, moi, c'est Nolwenn. Je suis actuellement en alternance. Donc, je suis plutôt dans le domaine de l'environnement. Mais je vais peut-être partir un peu du début. Au début, j'ai commencé au lycée. J'étais j'ai une filière sociale et économique. Donc, un bac anciennement ES. J'ai fait mes études, j'ai choisi ce parcours-là parce que je me voyais faire une filière générale, mais je me voyais pas spécialement aller en L ou spécialement aller en S. J'étais ni trop scientifique ni trop littéraire, donc ES ça me convenait plutôt bien. Donc ensuite j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait la continuité en fait du bac ES, une licence en économie-gestion. Ok. Et je me suis retrouvée aussi en deuxième année de licence économie-gestion et à chercher un peu du sens à ce que moi je voulais faire. Donc je suis partie 1 an en Erasmus et quand je suis revenue... T'as été dans quel pays ? J'étais en Espagne, à Madrid. Et du coup, c'était en partenariat avec une université. Oui, avec mon université, donc l'université Paris-Saclay. Ok. Et donc, ça m'a appris un peu à être moi-même, entre guillemets, loin de ma famille, tout ça, vivre toute seule, etc. Ouais. De voir un peu qui j'étais, etc., en dehors de mon cercle familial, on va dire. Et quand je suis revenue, c'est là, en fait, où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur le sens de ce que j'allais pouvoir faire, etc. Et j'ai toujours été intéressée par l'environnement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans une association, mais c'était pas dans une optique d'avoir un métier là-dedans au début, c'était vraiment pour voir ce que c'était, m'engager aussi, apprendre des choses en fait. Et à ce stade, tu avais une idée de métier justement que tu voulais faire un peu en licence économie-gestion? Tu avais une idée un peu des débouchés que tu aurais pu faire ou... Alors, pas trop. Donc moi, j'avais à la fois de l'économie et de la gestion. Donc j'avais déjà choisi par rapport aux matières que moi j'aimais le plus. Donc c'était plus la gestion. Donc tout ce qui était comptabilité principalement, etc.
Donc j'ai testé ça, mais c'était pas. Enfin, j'aimais bien, mais voilà, je me disais pas, je vais faire ça toute ma vie, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait en parallèle un service civique. D'accord. Donc dans l'association Zero Waste, c'est une association qui sensibilise à la réduction des déchets. Et là, j'ai rencontré 3 femmes qui m'ont donné le goût au social et à l'environnement, de belles valeurs, des choses. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et donc, après, j'ai cherché. Je me suis dit, j'ai envie de travailler dans le monde de l'associatif, du coup, parce que ça correspond à mes valeurs, D'accord. etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu dommage parce que je sais comment fonctionne une entreprise. J'ai toujours été dans ce monde-là, dans mes études, entre guillemets. On m'a toujours... en fait, la finalité de mes études, c'était un peu de terminer en entreprise. Et donc, ces femmes-là m'ont fait découvrir ce qu'était la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est donc ce que j'ai choisi maintenant de faire. En fait, ça allie une partie sociale et environnement au sein même des entreprises. Donc, on sensibilise principalement les gens à ces sujets-là. Donc, comment agir dans l'entreprise pour, par exemple, réduire ses déchets ou aider sur des thèmes tels que le handicap. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, au début, tu disais justement que potentiellement, en fait, tu voulais faire ça en associatif. Et pas en fait dans ton travail. Du coup, pourquoi tu voulais dissocier un peu justement ton travail d'un engagement? T'avais peur justement peut-être d'avoir cet engagement vraiment au quotidien au travail? Alors déjà, je ne savais pas donc la RSE existait, donc c'était possible de lier l'environnement au social. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire aussi dans l'entreprise. Et on en revient un peu au sens, en fait, de me dire que c'était un domaine utile pour moi de faire des choses au niveau social et environnemental, mais qu'en fait, dans l'entreprise, il y avait beaucoup à faire. Alors que dans l'associatif, il y a beaucoup de choses aussi à faire, et c'est beaucoup de sensibilisation, mais de travailler au sein de l'entreprise, peut-être en partenariat avec ces associations-là, ça pouvait avoir un impact encore plus important. Je dis juste ça parce qu'en fait, je sais que Nicole, justement, nous a dit qu'on pouvait, dans la question du sens, on pouvait trouver vraiment du sens, en fait, dans notre travail au quotidien, ou finalement même dans l'associatif à côté. Et pas forcément dans le travail. Donc en fait, le sens, et je trouve que c'était intéressant, on peut vraiment le trouver de deux manières, soit dans une activité qu'on va faire à côté, soit en fait au quotidien, en fait, dans notre travail, notre sens. Et puis au final, toi, tu fais les deux, en fait, parce que du coup, tu fais Elle a fait les deux. Une Exactement. action à la fois dans l'entreprise. Elle a beaucoup de sens dans sa vie. Riche en sens. Aujourd'hui, ça a mis quand même du temps avant d'arriver, il faut le savoir. J'ai eu une longue période où je me suis demandé ce que j'allais faire, mais c'est arrivé. Du coup, je suis désolé d'appuyer là où ça fait mal, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période et de comment ça s'est passé au fil de tes réflexions, comment ça a évolué dans ta tête, et puis surtout... tu nous as parlé des 3 personnes qui t'ont donné envie sur cette nouvelle orientation. Mais est-ce que... vas-y, cache sur l'accompagnement ou non que tu as reçu tout au long de ce processus. Qu'est-ce que tu trouves bien dans ce que tu as pu avoir, et puis qu'est-ce que tu trouves moins bien, pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe et s'identifier aussi. Parce que ces 3 personnes, elles ont joué un rôle, j'ai l'impression quand même, du coup. Ouais. Oui. Ouais. Alors, juste pour reprendre, en fait, moi, c'est vrai que je suis arrivée au lycée. Pour moi, j'étais encore une enfant, vraiment dans ma tête. Et en fait, je suis arrivée au lycée. Et en fait, il fallait choisir une filière. Il fallait déjà, entre guillemets, savoir un métier qu'on voulait faire, ou au moins une filière, en fait, dans laquelle on voulait aller. J'avais déjà un petit peu réfléchi, mais sans me poser trop de questions. Moi, j'étais encore donc au collège, le monde un peu de l'enfance, insouciance. C'est dans longtemps que je vais travailler. Il y a encore le lycée derrière, encore les études supérieures. Donc, c'est vrai que ça m'est un petit peu tombé dessus au lycée comme ça. Et pardon, vous pouvez reposer votre question. Non, du coup, voilà, dans cette période d'interrogation, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as aimé ou pas dans l'accompagnement ou non que tu as reçu? Et tu vois, par exemple, je pense à la partie où tu parlais du collège. Au collège, normalement, aujourd'hui, on a des stages obligatoires. Enfin, même quand j'étais au collège, il y a
trop longtemps. Ouais, On avait... je compte pas. Là. C'est là où je me sens bien, je me sens plus trop bien. Mais on avait des stages et du coup, justement, c'est des choses qui ont essayé d'être mises en place pour aider quelqu'un qui est encore adolescent à se projeter un peu. Qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de choses ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas eu de stage. J'ai voulu au lycée, mais on m'a refusé à cause d'un papier, de mon âge, etc. Donc déjà, ça m'a aussi beaucoup stoppée dans ma volonté d'essayer de trouver une voie qui m'intéresse. Et donc par la suite, juste pour revenir en fait aux 3 personnes qui m'ont aussi beaucoup aidée dans l'associatif, en fait ça a été des personnes extérieures en fait au lycée, au cursus scolaire. Et moi j'ai toujours été très entourée, on va dire, par le cursus scolaire. Enfin, je me suis toujours investie, on va dire, j'étais une bonne élève, pas la meilleure, mais enfin voilà, je travaillais, j'étais sérieuse, je voulais avoir des bonnes notes. Voilà, on va dire que j'étais une élève sérieuse et studieuse, et pour moi c'était ça le plus important entre guillemets. Et donc j'écoutais un peu ce qu'on me disait à l'école. En fait, le fait d'avoir eu ces 3 personnes qui venaient d'un monde totalement différent, donc l'associatif que je ne connaissais pas du tout, des femmes qui avaient vécu aussi toutes les 3 des expériences de vie totalement différentes dans leur métier ou même dans leur vie personnelle. Donc ça m'a permis de voir de l'extérieur qu'en fait on n'était pas obligé d'avoir le super parcours collège et lycée, les 5 ans derrière, les unes après les autres dans la même filière, etc. Et ça m'a beaucoup permis de me rassurer. Et je me suis dit, pourquoi rester dans l'économie-gestion si finalement c'est peut-être pas le domaine qui m'intéresse le plus. Donc ça m'a permis en fait d'ouvrir un peu mes œillères entre guillemets sur le fait qu'il existe d'autres choses et qu'en fait on n'a pas besoin de faire un parcours comment dire, linéaire. C'est très bien pour ceux qui y arrivent et il y en a qui savent directement ce qu'ils veulent et le métier qu'ils veulent. Et ils y arrivent parfaitement. Mais moi, c'était pas mon cas et je me mettais beaucoup la pression de il faut pas redoubler, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Enfin, donc en fait, ça m'a permis de voir qu'en fait, non, on pouvait reprendre des études à n'importe quel âge, même si on faisait 2 ans d'université et qu'après, on avait envie de faire 2 ans d'autre chose. Même si on finit ses études à 30 ans, c'est pas... Enfin, bon, de manière financière, faut aussi assumer de ce côté-là, mais je veux dire, c'est pas grave, entre guillemets, si on finit nos études plus tard que les autres. Je m'étais mise beaucoup une pression là-dessus sans m'en rendre compte, en fait. Et du coup, avec un regard maintenant un petit peu plus... T'as l'impression justement que ce regard extérieur que t'as pu avoir justement avec ces 3 personnes, ça a pu vraiment t'aider? Tu penses qu'avec du recul, c'est intéressant qu'on ait ce regard un petit peu justement en dehors du système scolaire? Je pense que c'est vraiment important parce que du coup, moi, pareil aussi, donc je me disais, faut que je trouve un travail pour subvenir à mes besoins. Ouais. Si je suis pas passionnée, c'est pas grave, etc. Mais au final, en fait, je me dis, si, en fait, il faut pouvoir lier un travail agréable sur lequel on a envie d'aller tous les jours, etc. Et passer beaucoup de temps en plus, quand même. Exactement. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est quand même peut-être important d'aimer un peu ce qu'on fait. En fait, en fait, au final, les personnes au travail et l'activité que tu fais, c'est une des choses que tu fais le plus dans ta vie, au final, parce que tu y passes toutes tes journées. Ouais. Donc, du coup, effectivement, c'est quand même important d'aller chercher quelque chose qui se rapproche de ce que tu aimes au moins. Mais ouais. Mais c'est vrai que dans cette idée d'accompagnement, du coup, je pense que ce que fait Nicole aussi, ça peut aider. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, je pense que ça peut aider, ça peut donner un regard un peu extérieur, ça peut permettre un peu de prendre du recul aussi sur ce qu'on fait et de se poser les bonnes questions. Tout à fait. Du coup, le service civique, normalement, c'est plusieurs mois qu'on passe en fait dans des associations où c'est principalement des associations. Et donc, normalement, c'est des jeunes. Et donc, normalement, les personnes qui sont présentes dans les associations ont aussi, normalement, un temps à donner pour accompagner, en fait, ces jeunes. Donc, si on est perdu un peu dans sa vie, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, moi, j'ai eu une très bonne expérience. De toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait un service civique, il y a toujours eu de bonnes expériences. Après, c'est vrai que ça dépend toujours des personnes. Mais je veux dire, normalement, si on choisit une association dans le domaine qu'on aime, et qu'on tombe sur des personnes avec qui on s'entend bien et qui nous accompagnent correctement, c'est que du positif, en fait. Tu pourrais imaginer aujourd'hui, du coup, faire un travail qui n'a pas de sens pour toi? Non. Pas du tout.
Avant, oui, mais depuis cette association, non. Et depuis que je continue aussi de travailler et de m'engager dans les associations, c'est non. Il faut qu'il y ait du sens. Ouais, c'est un peu ça. On le vit aussi. C'est une fois que tu commences à faire des choses qui comptent vraiment, que ce soit dans l'associatif ou dans la vie d'entreprise. C'est ça. Comment dire? C'est un peu un jeu de domino en fait. On commence par faire une activité et puis ensuite on va avoir envie d'en faire plus, puis ensuite on va avoir envie d'en faire encore plus et puis alors surtout quand on commence à sentir que ça commence à toucher les gens, qu'on commence à avoir un impact, etc. Et ouais, c'est assez. Et justement, alors moi j'ai une petite question au niveau de quand t'as commencé à faire de l'associatif, en comparaison avec ce que tu fais et à ce que ton travail t'apporte, comment est-ce que tu lis les deux? Qu'est-ce que tu trouves peut-être de complémentaire ou de complètement différent par rapport à ces deux choses-là, ces deux catégories de... En fait, tu l'as dit juste avant, c'est l'impact en fait, vraiment. Donc déjà au niveau de l'environnement, parce que c'est mon domaine de prédilection, mais aussi un impact sur les personnes, que ce soit dans la sensibilisation ou dans la mise en place, de réglementation, etc. En fait, tout est lié en fait. On se sent, qu'on a un impact. On va dire, au niveau de la réglementation, mais c'est pas le plus important. On a surtout un impact en fait en mettant les choses en place, en sensibilisant les gens et leur disant ça existe. Oh, il y a d'autres méthodes pour faire les choses et c'est quasiment aussi simple que ce que vous faites déjà. Donc pourquoi ne pas le faire? Et voir des gens qui sont motivés quand on passe dans les bureaux en disant venez, on va vous sensibiliser sur un certain type de handicap, etc. Ou que les gens disent ah oui, je veux m'inscrire. Et on voit qu'on agit et qu'après ils viennent nous poser des questions, qui se renseignent sur le sujet, qui reviennent après nous voir en nous disant ah moi j'ai fait ça dans ma vie personnelle, est-ce qu'on peut appliquer ça dans l'entreprise, etc. Voilà. Nous sentir qu'on a un impact. Et du coup, c'est la même sensation que tu as avec l'associatif ou tu le vis un petit peu différemment? J'ai l'impression aussi d'avoir un impact. C'est vrai qu'on le ressent peut-être pas forcément de la même façon. Moi, l'associatif, pour moi, j'ai vraiment en fait l'impression aussi de rassurer un peu les personnes en fait plus sur par exemple en termes d'environnement. Ce que j'ai pu faire, en fait, les gens vont avoir souvent la volonté de faire des choses. Ils vont dire « Oh, je ne fais pas assez. Oh, c'est pas bien ça. » Et en fait, quand ils me parlent de leur vie personnelle, en fait, on trouve toujours des solutions. Par exemple, il y avait une maman sur un stand une fois qui m'avait dit « Oh, moi, j'en peux plus de donner des bouteilles en plastique à mes enfants. Je les jette tous les jours, etc. » Donc, du coup, j'ai essayé les gourdes et du coup, maintenant, j'aurais acheté des petites gourdes, etc. Et en fait, on se dit « En fait, si on a agi, puis même en fait on dit aux gens mais ça c'est très bien, enfin il faut continuer, et de voir en fait que même se rendre compte qu'ils font déjà quelque chose et de voir qu'ils sont contents, ça les motive à faire plus après, et voilà, c'est ça qui me motive aussi. Donc il y a un impact aussi au niveau associatif. Et est-ce que en termes comme du coup là on a entendu Nicole du coup et son activité un peu de coaching, du coup toi t'en penses quoi un peu de ce type d'accompagnement? C'est quelque chose tu penses qui est nécessaire, qu'il faudrait... Alors, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Enfin, moi, donc comme je disais, quand j'étais collège, lycée, j'aurais peut-être aimé justement que une personne en fait un peu extérieure au monde de l'école. Ouais, un accompagnement en amont, du coup, si je te coupe, désolé, mais finalement... Oui, en accompagnement pendant cette période-là, oui, qui est en fait... qui est externe un peu, en fait, d'avoir un regard extérieur sur le monde, quelqu'un qui n'est pas dans l'école, forcément, en fait. Et autour de toi, du coup, peut-être des gens que tu connais, mais qui sont pas forcément même dans la RSE, tu sens en fait ce besoin aujourd'hui des jeunes de se dire il faut quelque chose qui ait du sens dans ce que je fais, ou pas forcément, ou ça dépend peut-être des catégories de personnes? Alors oui, enfin je ressens un peu ça avec en fait
pas que les jeunes, les gens même autour de moi qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, sont aussi motivés pour avoir du sens en fait, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, si on va pendant 20 ans dans la même entreprise ou dans le même secteur et qu'on a c'est pas en accord avec nos valeurs, qu'on n'a pas les motivations, c'est sûr que c'est pas possible. Au bout d'un moment, on a forcément envie de changer en fait. Ok, bah merci beaucoup Nolwenn. Je suis désolé, on aurait pu continuer longtemps sur le sujet, mais on a un temps limité. Donc en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci Valentin. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast sur les jeunes et l'emploi. C'est possible. Au revoir.